Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomac pour ce nouveau débrief essai. On va parler d'une moto et le dossier de presse dit le retour d'une légende. Cette légende, ça pourrait être Axel Mellerin, mais on n'est pas passé loin. Marcel, tu es allé essayer la BSA 650 Gold Star. Oui. Et figure-toi que j'y étais moi aussi, non pas pour Motomac, parce que comme j'ai besoin de gagner ma vie un peu plus, je bosse aussi pour Youngtimer Moto, magnifique moto, magazine de moto ancienne. Et j'y étais, on a roulé tous les deux. Oui, en même exactement. temps sur cette BSA, ouais. à côté de Malaga, sous le soleil. Ouais, c'est ça. Alors, je précise, BSA, ça a plus d'un siècle. Moi, je n'ai que 56 ans. T'as pas eu une BSA dans ta jeunesse? Toi, t'adorais les trucs bizarres, chelous. J'ai roulé. Alors, ouais, j'ai jamais eu de BSA perso, mais on m'en a prêté. J'ai même été singe dans un BSA de course. Ouh là là. Donc, je connais bien les BSA. J'ai roulé avec des Gold Star, j'ai roulé avec des A65, qui étaient les Twin. Donc, je connais un peu les BSA. D'accord. Ouais, voilà. BSA qui veut dire? Alors. J'allais dire une connerie. Ça veut dire Birmingham Small Arms. Moi, j'avais entendu British Saloperie. Non, ça, alors oui, alors à l'époque, c'était, alors, il y avait BSA, c'est belle saloperie anglaise. Ah ouais, non, voilà, on peut pas dire ça. Ou bien souvent arrêté. D'accord. Voilà. Mais c'était à l'époque, hein, bien évidemment. Mais c'est Birmingham Small Arms. Figure-toi que dans le cadre de mes activités pour Youngtimer à côté de Motomag, j'ai un peu fait de l'ancienne. Deux fois qu'il place Youngtimer Moto, vous noterez. Hein. Faut acheter la presse, toute la presse. On est tous dans le même bateau. J'ai fait un peu d'anglaise et en fait, les ateliers spécialisés me disaient que BSA, contrairement à ce qu'on vient de dire, ouais, c'était plutôt des motos pas trop problématiques. Tu vois, les 650 alors, Firestorm, les machins. Ouais, alors déjà, BSA, c'était, il faut recadrer. BSA, c'était un peu plus populaire que Triumph et Norton. Ouais. C'était la moto, pas la moto du peuple, mais BSA, c'était la moto de l'anglais moyen. C'était pas le haut de gamme, c'était des motos simples, fiables, qui étaient pas forcément les plus performantes. Ouais. D'ailleurs, je ferai une aparté sur le mono. Un aparté, tu vas faire des. Ah oui, c'est vrai. Oh, un aparté sur le moteur, le Monocyan Gold Star, qui a couru face au Manx et face au G50, mais qui était moins performant, si tu veux. Donc BSA, c'était la marque énorme qui fabriquait plein de motos pour les gens. Il y avait des petites cylindrées, des grosses cylindrées, et c'était le milieu de gamme. Enfin, c'était pas le haut de gamme anglais. Voilà. Il y a eu quand même des modèles comme la Bantam, qui était une petite cylindrée. Oui, ça, c'était la moto du prolo, du facteur, du livreur de lait, du coursier. Exactement, tout ça, exactement. Voilà. Il y avait donc BSA, on peut dire que c'était la marque populaire anglaise depuis les débuts des années 20-30 aux années 60-70, puisque la dernière BSA, c'est en 74. Voilà, BSA a fermé en 74. Voilà. Moi, j'avais 73, mais je pense que tu dois avoir. Ouais, enfin, la dernière vendue 73 ou 74. Ah, mais après, elle restait dans les magasins à prendre de la poussière, mais... La dernière a été vendue en 2006. C'est une marque qui était importante. Il y a eu un âge d'or de BSA quand même. Bah, il y a eu, oui, il y a eu un âge d'or. Bah, comme il y a eu un âge d'or qui est l'âge d'or de la moto anglaise, donc c'est années 50-60, où là, ils étaient sur tous les fronts, des twins, des motos puissantes, pas puissantes, les monos. Ils étaient en compétition tout terrain, ils étaient en course, en circuit, en route. C'est-à-dire que BSA à l'époque, comme tu dis, ça pouvait aussi bien livrer le courrier dans la banlieue de Londres et courir à Daytona en se payant Michael Wood quand même. En disant bah tiens, toi t'es bon, toi oui mais je suis cher. Non mais c'est pas grave, tu vas venir, on va te mettre sur une mais ça c'était la Rocket 3. Oui d'accord. Ben, c'est une moto magnifique, une moto. Voilà, et il a couru en 70 et 71 à Daytona. Donc sur BSA c'était partout. C'était en championnat du monde de tout terrain avec un dérivé de la Gold Star. Donc ils étaient sur tous les fronts. Et puis tu connais ces espèces d'énormes boîtes. À un moment elles arrivent même plus à se gérer elles-mêmes. Fusion, acquisition, beaucoup de grèves, des grèves, des choix techniques. Ils ont vu arriver les Japonais, ils ont vu fait non, vous devriez vous en méfier. Non, nous BSA. Et puis voilà, et comme toute l'industrie anglaise, à l'aube des années 70. Et donc toutes les marques ont quasiment coulé, Royal Enfield, BSA, Norton, Triumph, Matchless, certaines ont pu ressusciter avec des fortunes diverses. Il y a le cas de Royal Enfield qui a végété avant. Surtout des fortunes étrangères. Des fortunes étrangères. Il y a le cas exactement. Il y a le cas de Royal Enfield qui a végété pendant longtemps avant de repartir dans un boom absolument incroyable. Ouais, c'est vrai. Parlant de fortune étrangère, t'as quand même la fortune locale de John Bloor qui a lancé Triumph avec le succès qu'on connaît. Et puis ensuite, d'autres marques ont végété. On sait que Norton, on était plutôt dans l'escroquerie en mode racheté, revendu avec les Américains et tout. Exact. Matchless, on sait pas trop. Et en fait, il y a une marque il y a eu Matchless dans les années 80. Avec moteur Rotax. Moteur avec distribution par convoi, qui était vendu par Highway 66.
rue Championnet, en 18e, c'est pareil. T'en as acheté une? Non, tu rigoles. Ah ouais, je pensais pas mais je me souviens, non, mais je l'avais chauffé à l'époque, c'est évident. Mais oui, ça, voilà, ces marques-là, ça revient et tout. Et en fait, BSA, il y a un groupe, un géant industriel, qui s'appelle Mahindra, qui fait un peu de tout. Eux, ils ont lancé une entité qui s'appelle Classic Legend, qui est chargée de racheter des noms historiques et de relancer des marques. C'est un peu à l'image de Escher Group, qui s'occupe de Royal Enfield. Ils ont racheté Jawa il y a quelques années. Alors, qui est une marque qui était très très populaire en Inde en fait. Hein. Oui, et puis chez nous, moi je me souviens que c'était la moto pas des ouvriers, mais les Jawa, les 350, machin. On disait d'ailleurs Jawa pas vite, mais Jawa loin. Donc ils ont lancé le Jawa. D'ailleurs, on a failli l'avoir arrivé chez nous il y a 3-4 ans, rappelle-toi. Oui. Puis finalement, pour les normes, ça a été impossible, mais elle avait déjà une belle gueule. Après, ils ont une autre marque. Alors là, c'est Yezdi. Alors ça, c'est pour le marché local. Ouais, mais alors Yezdi, c'était des dérivés des Jawa qui étaient vendus là-bas et qui étaient une marque connu là-bas. En fait, faut savoir que l'Inde était un pays qui était ultra protectionniste. Et en fait, en termes de mobilité, déjà, tout le monde n'avait pas les moyens de se payer un truc qui roule. Non, c'est sûr. Je parle pas d'une carriole, hein, mais je parle d'un truc qui roule sans que tu le pousses. Et en fait, ils avaient en fait très très peu de modèles. Il y avait l'espèce de Maurice Minor qui est devenu l'Hindoustan. Tu sais, l'espèce de voiture, l'espèce de Trabant indien. Qu'on voyait d'ailleurs dans tous les clips de musique. Voilà, c'est dans les Bollywood. Les Bollywood, y compris les clips avec la 206. Il a remarqué. Il a remarqué. Et puis en moto, t'avais la Bullet, mais la Bullet, on va quand même se rappeler que c'était la moto de la bourgeoisie indienne. Et en dessous, tu avais des petits traînes couillons comme les Jawa, etc., qu'on roulait pendant des décennies en Inde. Et la marque garde un certain relief là-bas, alors que nous, on l'a quand même globalement oublié. C'est le cas donc de BSA, que c'est payé Classic Legend. Voilà. Mahindra à 60% des parts de Classic Legend. Et en fait, cette moto est faite en Inde avec un moteur autrichien. Oui, alors... oui, ça a une base effectivement de moteur Rotax. Bon, ils ont, de toute manière, oui, c'est pas une conception 100% indienne. Ce qui est marrant, c'est t'as un choix énorme pour relancer la marque BSA, vu le nombre de modèles qu'il y a eu, vu le nombre d'années de production. Et moi, je trouve ça plutôt avisé, parce qu'ils auraient pu, les BSA qui se sont vendus le plus, c'était les A50, A65, ensuite les Spitfire et tout, donc en gros des bicylindres 650, qui étaient à l'époque concurrentes des Triumph et des Bonneville. Donc ils auraient pu se dire, bah on va suivre l'exemple Royal Enfield, on va lancer un Twin 650, puisqu'on a la légitimité, ils ont des noms, ils auraient pu faire la Thunderbolt, la Spitfire, la Firestorm, voilà, et ils se sont dit, non, on va prendre la Gold Star, qui est un monocylindre, et on va relancer, entre guillemets, la mythique Gold Star. Il faut savoir qu'à l'époque, la Gold Star, c'était le haut de gamme BSA, ça valait des ronds. Beaucoup de mecs l'achetaient pour faire plutôt de la compétition. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des boîtes racing, etc., qu'on appelait la RRT2, tu pouvais choisir tes rapports de boîte. Donc il y avait déjà un esprit autour de la Gold Star qui était le mec qui se paye une bêta Gold Star, c'était un mec qui avait un peu de rond et qui voulait un peu faire gentleman rider quoi. Donc l'idée de relancer à l'époque où le monocylindre, aujourd'hui il y en a plus, Euro 5 et tout, je trouve ça pertinent. On va préciser que le nom Gold Star vient du fait que le modèle dont elle dérive a gagné une médaille d'or Gold Star en étant un des premiers à franchir la barre des 100 miles sur l'anneau de vitesse de Brooklands. Ouais, exactement. Donc ça, et c'était l'ancêtre qui était la Empire Star. Empire Star. Voilà. Et ça, c'était un petit aparté historique. Voilà, c'était un petit aparté. Donc voilà, et donc on revient aujourd'hui. Il reste la Benelli impériale. Ouais, en 400. En 400. Exactement. Un truc Chevaux, qui s'appuie sur rien. Et effectivement, cette Gold Star. Voilà. Donc, l'idée de se dire, tiens, ressortir la Gold Star, mono 650. Moi, je trouvais qu'à la base, c'était une bonne idée. Quand on a vu les premières photos, on a dit, elle ressemble. Honnêtement, si vous mettez une vraie... Alors, elle s'est inspirée de la DBD 34 Gold Star, qui était les dernières séries les plus évoluées et tout. Et c'est vrai qu'honnêtement, quand on les met l'une à côté d'autre, d'ailleurs, dans le dossier de presse, il y a une photo, c'est assez confondant. C'est la forme du réservoir, les couleurs, la forme du cadre, les arrondis au niveau des carters, le galbe général. Franchement, c'est presque une continuation dans l'esprit que de se dire, tiens, on ressort une Gold Star. Elle a vraiment un look... vraiment rétro, quoi. Voilà, dans le moins de détails. Donc voilà, donc on avait hâte de l'essayer et c'est chose faite. Voilà, tu la trouves belle? Écoute, alors de loin oui, parce que je trouve qu'elle a. Non mais. Ah, ça commence pas bien. Non, je vais être très franc. De loin, elle a la gueule qui va bien. Moi, j'aime bien le modèle Jubilé, qui a Chrome, voilà, qui ressemble plus à la DBD 34. Donc si tu veux, je trouve que c'est une moto qui a une jolie gueule. Le pot, ils ont repris le pot d'époque avec cette espèce de trompette assez particulière, hein, qui est le contraire du pot saucisson. Donc oui, dans les grandes lignes, je la trouve jolie. Par contre, en rouge, par exemple, avec la bande blanche, elle me parle pas. Voilà, tu vois. Je sais que c'est pour plaire à plein de gens, mais pour moi, la Gold Star, elle est grise et chrome.
le gros logo BSA comme à l'époque. Ouais, je trouve qu'elle a une belle gueule. D'accord. Voilà. Bon, moi je suis d'accord, il y a des petits détails, je serais allé plus loin, tu vois, sur l'arrière, à l'époque tu avais des petits supports noirs dans lesquels ils mettaient le feu un peu rond. Oui, alors ça aurait pas coûté cher pareil, de faire ça. L'amortisseur arrière, si tu chipotes, voilà. parce que je vois que tu es dans le chipotage. Bah oui, j'aime bien. Il y avait des caches noires. Et sur ce modèle-là, il y a tous les gimmicks, et ces fameux caches noires où on voyait pas les ressorts n'y sont pas. Donc effectivement, pour les mecs comme nous qui sont là, on a repéré. Et si on lançait un business d'accessoires de feu arrière et de caches de amortisseur. Non, mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a des petits, détails, etc. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'elle a une belle gueule. Ouais, non, moi j'aime bien les logos en bakélite là, sur le réservoir, c'est magnifique. Les compteurs un peu à l'ancienne avec les aiguilles qui commencent du haut. Qui était c'est super bien la pensé. réplique de ce qu'on appelait les Smith chronométriques. C'est bien pensé, les jantes sont jolies à l'ancienne, ils ont mis des pneus au look rétro. C'est des jantes, c'est des Excel je crois. Oui, ils ont mis des pneus au look rétro, les Pirelli Fantôme, bon, c'est plutôt une bonne idée. Exactement. Voilà, c'est plutôt réussi. Ouais, elle a une jolie gueule et tout. Alors, après la finition, alors évidemment tout le monde va dire ah oui, moto exotique parce qu'elle est faite en Inde, etc. Pour un premier jet, alors si on prend comme exemple Royal Enfield au début, là ils ont quand même avancé et on est déjà sur un produit, certes pas qui n'atteint pas la perfection d'une Triumph, mais qui est quand même c'est pas le même prix non plus, hein. C'est pas le même prix non plus. Non, c'est pas le même prix, mais si tu veux, pour un premier jet, moi j'ai regardé les ajustages et tout. Bon, il y a quelques trucs les prises USB là, rajoutées dans une espèce de boîte en plastique noir. Non, ça faut pas. Bon, surtout qu'en plus, je sais pas si tout le monde ne l'a pas vu, mais il y a aussi une prise 12 volts, allume-cigare sous le cache latéral. Par contre, ils ont mis une USB et une USB-C. Il y a 2 prises USB, mais c'est vrai que ça, bon, alors le mec se dit, moi je m'en fous, pour mettre OS c'est vachement bien, mais c'est sûr que cette grosse boîte, ça sent le truc rajouté. Quand tu roules en BSA, t'as le guide Michelin 1943 dans le avec la sacoche réservoir brillant. Tu vas un peu au pif, voilà. quoi. Donc effectivement, il y a ça. J'ai remarqué aussi qu'il y a pas de feu. C'est encore des ampoules à filament partout. Donc c'est presque. Enfin, il y a plus ça aujourd'hui dans la production, tu vois. Donc il y a quand même des trucs qui sont un peu archaïques, quoi. Mais c'est une rétro, donc on lui en veut pas. Non, on lui en veut pas. Mais voilà. Donc dans la globalité, entre son look et sa finition, pour une première moto d'une marque exotique qui déboule, c'est pas mal. Quelques chiffres, Marcel. La cylindrée 652 cm3, la puissance 45 chevaux, le couple 55 Nm. Mais ce qui est intéressant, c'est que si la valeur est obtenue à 4500, t'as une crête de couple très lisse. En fait, t'as plus de 50 Nm entre 3 et 6000. Exactement. Donc ça veut dire que ça répond tout le temps, on en parlera tout à l'heure. Le poids, 213 kg, c'est pas léger, mais c'est vrai que bon, ces motos-là, t'as souvent un cadre fait d'un acier assez lourdingue et pas très raffiné. Oui, puis en plus, on n'est pas sur... je pense pas que les mecs qui regardent la fiche technique... Déjà, est-ce que quand tu achètes ce genre de moto, tu regardes la fiche technique? Honnêtement, si c'est un mono, oui, parce que c'est un peu intriguant aujourd'hui un mono, tu vois. Oui, mais c'est vrai que le poids, la puissance. Bon, moi je m'attendais à moins sur le mono. C'est bien de sortir 45 chevaux. Donc elle est naturellement à 2, ça c'est un vrai argument. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette moto en caractère moteur? Parce qu'un gros mono. Bah déjà. Moi si tu veux, avant de te laisser la parole, je viens de, toi aussi un peu, mais tu roulais pas avec ça. Moi je viens de l'époque du gros trail, le milieu des années 80. Ouais. Tu kiffais devant les Ténéré, les trucs comme ça. Moi j'ai roulé en Dominator, j'ai eu un 650 Jebel. Et je crois que c'est tout en termes de gros mono. Ouais, moi j'ai fait des bornes avec ça et du coup à l'époque tout le monde avait ça, ou beaucoup de gens avaient ça. Aujourd'hui, ça a disparu parce que c'est vrai que c'est pas très souple en bas, même si celui-là est étonnamment souple, c'est pas très vigoureux en haut, ça vibre, etc. C'est supposément un peu moins fiable qu'un multicylindre à cause des contraintes mécaniques, bielle et tout ça, mais ça se discute. Ben voilà, c'est une motorisation atypique et du coup qui peut intéresser les gens qui cherchent quelque chose d'un peu différent dans le monde de la moto. Bah déjà, comme tu le dis, c'est un monocylindre, donc je pense qu'il y aura pas débat. C'est-à-dire que bon, on va pas se mentir, la concurrente attitrée, c'est mon Interceptor, ma Royal Enfield. Mais ce qui est génial, c'est que là, c'est ou bi ou mono. Donc c'est l'idée. Un monocylindre, ça peut faire peur. Alors tu parlais du A2 par exemple. Bah c'est vrai que A2 naturellement, avec ce mythe du monocylindre qui sont des moteurs pas très souples et tout, le mec pourrait se dire ah ouais c'est une A2 mais bon c'est un monocylindre et tout. Et comme tu le précisais, c'est quand même un mono assez rond. Avec une les 3 premiers rapports qui tirent assez court, donc ça évite de pilonner. Moi tu vois, t'es pas souvent à dire ah merde, faut que je rentre une vitesse parce que le mono, la plage de régime, celui-là, c'est vrai, c'est 2005-3000
allez, 5005. Oui, mais tu roules à 2500 en 5e sans à-coup, ce qui est rarissime. Moi, j'ai pas connu ça sur les gros monos que j'avais à l'époque, parce qu'en dessous de 3000, 3002 en 5e, c'était compliqué. Bah, déjà, à l'époque, ils étaient plus puissants. Ils étaient, c'était des courses plus. Ouais, bah, moi, j'ai eu des 650 Honda. C'est un mono qui est pas très agréable. Il prend des tours. Donc, c'est vrai que c'est un monocylindre qui est rond, qui est agréable. Effectivement, la norme Euro 5 et le vouloir des ingénieurs, c'est que du coup, c'est un mono il a pas cette espèce de coup de pompe au cul, le poids là tout de suite. Ouais, non, c'est un mono, c'est un mono rond, souple, il fait brrr. Donc il est assez agréable, mais il faut le mettre dans le contexte d'aujourd'hui de l'injection et des normes Euro 5. C'est pas le mono d'il y a 25 ans, et c'est tout à fait logique. Après, c'est un Rotax. On sait que les monos Rotax, moi je me souviens des 650 GS et Funduro, là, je sais plus quoi. Ouais, ceux qui Scarver, les Rotax. Toi, t'as eu cette merde de Stark? Oui, l'Aprilia 6.5. D'abord, alors c'est l'Aprilia. Tu l'avais orange ou pas? Grise orange. Ah ouais, tu devais être mignon là-dessus. Ouais, elle s'appelle pas l'Aprilia Stark, j'aimerais bien. C'était la 6.5 moto. 6.5 moto. Voilà. Et moi, c'était quand même des moteurs qui étaient finalement assez ronds pour c'était pas les plus brutaux des gros monos, tu vois. Non, c'était pas. Non, mais il va bien. En fait, il va bien avec la philosophie de la moto. Et il faut dire que celui qui veut un mono s'y retrouvera, et celui qui a peur du mono se dira bah finalement c'est jouable un mono, c'est pas la tannée qu'on me dit en ville, etc. Et pourtant il a aucune technologie, on va le dire vite fait, il y a rien, il y a juste ABS, c'est obligatoire, voilà, donc il y a pas d'assistance, il y a pas d'aide au démarrage, enfin il y a rien, donc mais moi ça m'a pas choqué. En tout cas, moi j'ai trouvé souple, j'ai trouvé assez bien rempli à mi-régime, assez vif. On a fait plutôt de la petite route, tu sors d'épingle en montagne, tu remets gaz, bim, ça repart gentiment. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est assez performant. Moi qui roule en bulette, là, on est dans la super bulette, quoi. Non, mais le rayon d'action, c'est carrément pas le même. La boîte de vitesse était pas désagréable. J'ai pas le souvenir d'un truc qui accrochait, etc. Et puis une boîte simple, c'est cool. T'as de la longue, ça suffit. Ouais, de toute manière, tu roules. Moi, je me suis rendu compte, si je me rappelle bien, à 110, 120, t'es à 4200 tours. Voilà, c'est le poum-poum, c'est sympa. Bon, évidemment, il est un peu étouffé. Le pot, belle ligne tout inox, il faut le préciser, donc c'est gage de qualité. Par contre, le son, un monocylindre, on aimerait un peu plus de grumeaux, et c'est vrai que là, on est un peu. Tu sais, on a les voisins de la FFMC au-dessus. Non, mais tu sais, il y a emmerdé tout le monde, et il y a juste à avoir un son agréable. Et il y a des motos aujourd'hui qui arrivent à avoir un son agréable tout en restant dans les normes. Donc ce mono-là, il gagnerait à avoir juste un peu plus de voix, c'est tout. Un petit drop, quoi, limite un bruit de boîte à air. Ouais, voilà, c'est tout. Donc voilà. Moi, c'est plutôt au niveau de la partie cycle que je serais moins. C'est violemment neutre. Voir un point de pâteau. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a l'amortissement arrière, j'ai trouvé vraiment faible. D'ailleurs, moi, j'ai réussi à régler la précontrainte des ressorts à la main. Ce qui prouve. Cela dit, je t'ai vu prendre du croissant au petit-déj. Est-ce que c'était pas la cause Non, c'est voilà, l'amortissement arrière. Je trouve que c'est un peu le point faible de cette moto. Alors, évidemment, nous. Tu nous filerais n'importe quoi qu'on se met à rouler tout de suite ensemble, à rouler un peu vite, etc. Dans le cadre d'une utilisation du mec qui achète ça, il le verra peut-être pas, mais je trouvais l'amortissement arrière. Moi, roulant au quotidien avec l'Interceptor, j'ai vraiment une vraie référence. La partie cycle, elle est pas encore au niveau de la Royal Enfield. L'avant est un peu lourd. L'avant un peu lourd. C'est peut-être le profil du pneu aussi, hein, au-delà de la géométrie, parce que c'est Pirelli. Moi, j'ai pas les pneus que je kiffe. Ouais, c'est vrai, mais alors, lourd, hein, sans exagérant là, mais on sent, par exemple, quand tu passes effectivement à la Royal Enfield, tu sens que c'est un peu plus, un peu plus bateau. L'amortisseur arrière est un peu souple. Je le rappelle, dans le cadre d'une utilisation, repose-pied, enfin bref. En mode connard, quoi. En mode connard, ouais. Donc voilà. Par contre, l'ergonomie, moi, j'ai trouvé super neutre. T'es bien. Jambes un peu pliées pour moi, qui est les grandes jambes, mais c'est vrai que la selle est à 780 mm. Donc, ouais. Tout le monde. Par contre, le haut du corps, c'est super naturel. Voilà. Guidon bien positionné. J'aime bien les compteurs, là. Ils sont super jolis, avec les aiguilles comme ça et tout. Donc non, à part le freinage, c'est un simple disque et tout. C'est en phase avec le ouais. Et l'arrière est super efficace. C'est-à-dire qu'il est sur ces motos, tu freines beaucoup de l'arrière, et en général sur les motos, l'arrière il sert souvent à rien. Là, étonnamment, il est dosable et tout, il permet d'asseoir la moto. Donc je me suis servi pratiquement autant de l'arrière que de l'avant. Voilà, donc ouais, c'est pas une mauvaise moto. Elle est jolie,
c'est plutôt une bonne surprise. Mais je pense que sa vraie originalité, c'est de proposer un mono que la concurrence ne propose pas. Est-ce qu'elle a un défaut majeur? Est-ce qu'elle a un petit écueil? Est-ce qu'elle a des... Parce qu'en fait, en vrai, on va dire ça sans leur faire offense, les gens qui se souviennent aujourd'hui de BSA, ils avaient au mieux 20 ans en 73. Ils sont en déambulatoire. Non, quand même pas. Mais enfin voilà, il y a tout un boulot marketing pour rendre à nouveau la marque désirable, etc. On sait qu'en distribution, on va la trouver dans plein de petites échoppes indépendantes et passionnées. Mes copains de chez Alternative Sidecar, par exemple, ils vont en avoir. Parce que c'est typiquement le bouclard, tu sais, de spécialiste. Et c'est parfaitement là. Mais on va aussi la trouver entre des scooters à 3 roues dans les concessions Peugeot. Donc là, il y a peut-être un truc à finaliser sur comment. Parce que voilà. En fait, pourquoi Peugeot, je le précise, c'est que par le biais de Mahindra, etc. Peugeot Motocycle et BSA sont un peu liés. Alors, on va pas rentrer dans les détails et du coup, Mahindra, la distribution de la marque BSA va être faite par Peugeot Motocycle. Donc, ils ont un réseau, mais qui est un réseau de marchands de scooters, de métropolis, etc. Donc voilà, ils sont en train de mettre ça en place. Mais c'est vrai que ce genre de moto s'adresse à un public particulier, c'est-à-dire le quinca, qui aime bien les jolies choses et tout. C'est un truc qu'on peut envisager en deuxième moto, un peu comme les Royal Enfield. Donc voilà. C'est ta 6e moto, la Royal Enfield, non? Non, c'est ma. Donc tu sers le plus, mais en fait. Je m'en sers assez souvent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle mérite un réseau. Parce que la moto est méritante, c'est-à-dire c'est pas un truc genre putain on a racheté BSA, tiens vas-y Dédé rachète une moto chinoise en catalogue, colle-y des trucs. Non, il y a du jus de cerveau, ça a été développé. Enfin, elle est aboutie. Moi j'avais peur au début, je me suis dit, c'est encore un truc entre guillemets ce qui peut se faire. Ces motos que t'achètes en Chine ou que tu fais en Chine, tu la badges BSA. Là c'est pas le cas. Il y a des gens qui m'ont fait ça. Ouais, il y a des gens qui ont fait ça. Non mais voilà, donc voilà, elle est originale. Elle a une jolie gueule, donc il faut qu'elle trouve son public par le biais d'un réseau structuré. Après, c'est le premier pas, on sait, parce que c'est plus un secret, qu'il y a une version Scrambler qui est dans les cartons. Eux ne s'en cachent pas. Ils ont, en fait, effectivement, le groupe Mahindra, etc., a en termes d'exemple ou de but à atteindre, c'est leur concurrent de chez Escher et Royal Enfield. Voilà, donc ils ont plusieurs moteurs éventuellement en préparation, plusieurs déclinaisons. Et peut-être que dans les années à venir, on verra un peu comme chez Royal Enfield aujourd'hui, une gamme, débarquer 2 motos par an et puis ça va s'étoffer. Là, c'est le premier pas, faut le saluer. En tout cas, parce que ils ont investi beaucoup d'argent pour cette moto, parce que comme je te dis, c'est une vraie conception, c'est pas un rebadgeage. Donc ils ont des ambitions. Après, le temps dira ce qu'il adviendra, parce que voilà, on veut faire ci, on veut faire ça, c'est bien. Il faut des investisseurs, il faut etc. Mais moi, je trouve ça cool que cette marque, parce que même si elle est, comme tu dis, elle est morte en 74. Ce logo BSA, moi j'ai un souvenir. Je sais pas si tu te rappelles de George Michael. Il avait fait un clip, c'est Gonna Have Fate, je crois, un titre comme ça. Il avait un blouson à perfecto avec le gros logo BSA dans le dos et il jouait de la guitare, je sais pas. Et c'est une marque qui est classe. Elle était morte, mais elle était cool. Non, mais elle était morte, elle est cool, le logo est cool. Alors, par contre, est-ce que Steve McQueen a roulé en BSA, bordel? Probable, non? Probablement, c'est clair. Mais voilà, moi je sais que c'est que Michael Wood a roulé avec, donc ça c'est presque plus Alors important. Justement, pour finir la question des 1000 francs, mon cher Marcel, Steve McQueen, Michael Wood a roulé en BSA. Ouais, probablement. Est-ce que Marcel Pellerin rendrait son Interceptor pour rouler en Goldstar 650? Écoute, je peux pas me prononcer. Je vais être très franc. Le Normand, mais t'es pas Normand, alors je t'explique pourquoi, parce que, et tu le sais très bien, cette présentation presse, on n'a pas beaucoup roulé avec. C'est vrai qu'on a battu des records de, comment dire, rapidité. Oui, parce qu'en plus, comme c'est le groupe Peugeot, en même temps, ils nous ont présenté les scouts, donc je pense elle a pas été présentée dans de bonnes conditions, on va dire, puisque on a fait une Peugeot 125, un scooter 400, on a eu cette BSA, donc en gros, on a roulé 1h30 avec, Toi, t'as fait valoir tes droits, genre, vous savez pas qui je suis. J'ai échangé voilà. l'essai de ma Peugeot 125. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas assez roulé avec. Donc je vais être très franc. Si je l'avais quelques jours et si je l'utilisais comme j'utilise ma Royal Enfield, j'aurais un vrai jugement. Et d'ailleurs, dès que je l'aurai,
on pourra faire une vidéo où on fera vraiment un vrai comparon les pour les contre, mais pour l'instant je peux pas me prononcer. Disons qu'elle m'a pas déplu, et toi non plus, a priori. Non, voilà, Royal Enfield c'est une marque que j'aime, je roule depuis des années, mais si une autre marque venait à bousculer mes habitudes, pourquoi pas. Voilà. Les tarifs avant de finir. Ah bah tu les connais. Ouais, ils se sont alignés exactement sur ceux de l'Interceptor. Oh bah c'est étonnant ça, dis donc. Ouais. Donc t'as la prix de base, elle est à 7299. C'est la version verte. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite, après la rouge et la grise non jubilée, c'est-à-dire qu'elle était à 7599. Ouais, 499. Et l'autre, elle est à 7999. Avec les chromes, les cartes chromes. Voilà, ça c'est la jubilée qui est la plus jolie. Et j'ai regardé, t'es à 50 € près exactement, parce que t'as aussi les gammes. T'as 3 gammes sur l'Interceptor. Oui. T'as les monocouleurs. Après, t'as les monocouleurs sympas. T'as les versions chrome. Elles ont changé de nom. D'ailleurs, elles s'appellent la Mark II, je crois maintenant. Là. Enfin, ils se sont alignés parce qu'ils avaient pas. Enfin, si tu veux, à lancer. Donc voilà, on est dans les tarifs plutôt corrects pour une bécane comme ça. Voilà. Donc moi, ça me demande de l'essayer un peu plus quand même pour me faire une vraie idée. Mais ce que j'en ai découvert là sur ces petites routes dans le sud de l'Espagne, j'ai plutôt été agréablement surpris. Voilà. Merci Marcel de ces confidences pleines d'émotions. BSA, une marque qui a roulé avec Steve McQueen, avec Michael Wood et un tout petit peu avec Marcel Perrin. Oui, exact. Je crois que je pourrais peut-être retrouver des photos que Fred mettra en incrustation, mais là, il va falloir que je cherche dans mes albums. Voilà, donc BSA, bienvenue à toi. Et... BSA, le retour d'une légende. Marcel, une légende. Voilà, les deux légendes sont faites. Dites-nous ce que vous pensez du retour de la BSA Gold Star. Même si vous êtes trentenaire et que vous connaissez pas la marque, dites-nous si vous la trouvez sympa, jolie, si elle a un bon look, voilà, parce qu'on aime bien quand vous nous donnez nos avis. On n'a pas tout le temps d'y répondre. Je sais que tu es plus assidu que moi. Bah non, mais bon, j'en profite aussi pour dire, voilà, on a beaucoup de taf et tout, et c'est vrai que on pense à ça, on les lit, mais on n'a pas forcément le temps de répondre. On va essayer de le prendre ce temps-là. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On est prudent sur la route en BSA et avec d'autres motos. Surtout allez rouler là. Voilà. Ça fait méga beau. Il fait beau, on va rouler. Prenez vos potes, allez vous balader. Bisous sur le casque, Marcel. À bientôt sur d'autres émissions Motomag. Merci à Fred derrière la caméra. Des débriefs, des off, des essais, des apéros. Il y a plein de choses sur la chaîne YouTube de Motomag. On achète le magazine parce que c'est super important. C'est ce qui permet nous permet de dignement fonctionner et d'aller manger parce que l'air de rien, mec, il est 1h moins le quart. Ah ouais, moi j'ai 1h10. Ah oui, 1h10. Ah bah, faut manger. Allez, go. Tu vois? Voilà, ça passe vite. C'est quoi? C'est une montre chinoise? Non, c'est une Seiko. Ouais, voilà. Allez, à bientôt, bisous. Ciao.